L'invité de la rédaction est avec nous en studio, en direct sur Radio Mont-Blanc. On reçoit Alicia, oui, on reçoit Cédric. Bonjour ou rebonjour, effectivement. Cédric Petit-Colin qui va nous parler des raisons de la fermeture du tunnel du Mont-Blanc. Responsable sécurité trafic du réseau autoroute et tunnel du Mont-Blanc, la TMB. Bonjour Monsieur Petit-Colin. Ravi de vous recevoir en studio pour parler effectivement de cette fermeture exceptionnelle. On l'a dit, on l'a répété depuis hier sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. Le tunnel du Mont-Blanc entre Chamonix et l'Italie a donc fermé ses portes à 17h. Il ne rouvrira pas avant le 16 décembre. On a beau communiquer, annoncer ce genre d'événement, il y en a toujours qui n'ont pas l'information. Est-ce que ça a été le cas depuis hier? Comment s'est passée la fermeture ? Alors hier à 17h pile, on a fermé le tunnel comme c'était prévu. La communication a été bien faite en amont parce que finalement on a eu très peu d'usagers qui se sont présentés. Bonne nouvelle, ouais. Et donc c'était une très bonne nouvelle et c'est ce qui nous a permis de commencer les travaux immédiatement. On avait vraiment nos équipes et les entreprises en charge des travaux qui étaient vraiment dans les starting blocks à l'entrée du tunnel. Et dès qu'on leur a donné l'autorisation de rentrer, les équipes sont rentrées pour travailler. Parce que c'est vrai qu'en termes de logistique, on imagine que c'est toujours un petit peu compliqué quand on a des gens qui se présentent comme ça, de leur dire ben non, désolé, c'était prévu comme ça. Ils réagissent comment, les gens, de manière générale ? Il y a différents types de clients, d'usagers. Mais en général, les gens le prennent plutôt bien, puisqu'il y a quand même des itinéraires alternatifs. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus long en passant par le tunnel du Grand Saint-Bernard. C'est 1 heure de route en plus. Mais globalement, les gens le prennent plutôt bien. Ils ne restent pas sans solution. Non, ils ne restent pas sans solution. Après, c'est plus compliqué pour les transporteurs, mais ce sont des professionnels et qui avaient bien enregistré la fermeture du tunnel. Qui, eux, s'étaient donc organisés en conséquence, effectivement. Donc, c'est ce qu'on disait, pas de temps à perdre. Les ouvriers, les agents étaient dans les starting blocks dès hier après-midi. Les travaux, ils ont déjà commencé alors ? Tout à fait, les travaux ont immédiatement commencé. L'idée, c'est vraiment d'optimiser la fermeture, de ne pas perdre de temps. Puisque, vous l'avez dit en introduction, le tunnel est fermé jusqu'au 16 décembre à 17h. On n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. On espère peut-être ouvrir avec un petit peu d'avance. Et donc, c'est pour ça qu'on cherche à optimiser au maximum ce chantier. C'est un chantier qui va se faire en 3/8, c'est-à-dire 24 heures sur 24, pratiquement 7 jours sur 7. Et puis, dans le tunnel, on va avoir entre 50 et 100 personnes qui vont travailler sur le chantier en continu. C'est un chantier qui mobilise au total plus de 250 personnes. Et donc c'est un gros chantier et l'objectif, encore une fois, c'est de rouvrir au plus tard le 16 décembre à 17h. On espère peut-être un petit peu plus tôt. On aura le temps de s'en reparler, de refaire le point tout au long évidemment de l'évolution de ce chantier d'ici là. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent régulièrement, ils sont informés du contexte effectivement de ce chantier, mais pour tous ceux qui peut-être n'auraient pas l'information, fermeture qui était initialement prévue à l'automne précédent, fin 2023, il y avait eu le fameux éboulement de la falaise en Maurienne provoquant la fermeture en Savoie du tunnel du Fréjus. À ce moment-là, avoir 2 tunnels majeurs fermés en même temps, c'était pas tenable. L'éboulement sur la 46 à l'approche du tunnel du Fréjus nous a obligés à reporter les travaux d'1 an. On a fait quelques travaux l'an dernier de préparation de ce chantier de cette année, mais on n'avait en effet pas d'autre choix que de reporter nos travaux. C'était pas imaginable d'avoir et le tunnel du Fréjus et le tunnel du Mont-Blanc fermés en même temps. Malheureusement, on n'a pas pu faire nos travaux, puisque une phase importante de nos travaux, c'est de démonter tous les équipements de sécurité. Voilà, on n'a pas pu démonter nos équipements, donc on a fait des travaux préparatoires. Donc c'est quoi, des petites bricoles, comme on peut dire, quand on connaît l'étendue du chantier à venir ? Alors, c'était quand même des travaux, je veux dire, assez conséquents. On a quand même perforé la voûte à plusieurs endroits pour mettre en place des clous, alors je ne veux pas être trop technique, mais en fibre de verre, voilà, pour essayer de gagner un petit peu de temps sur cette année. Mais voilà, par rapport à tout ce qui nous attend cette année, c'était en effet pas grand-chose. Bon, on va en reparler en détail justement de ce chantier, en quoi il consiste et que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans ce tunnel, cet ouvrage franco-italien. Vous restez avec nous, Cédric Petit-Colin, responsable sécurité trafic du réseau ATMB. On continue l'interview dans quelques secondes. Et on reprend l'interview de Cédric Petit-Colin, l'invité d'Alicia. Effectivement, le directeur technique du réseau autoroute et tunnel du Mont-Blanc, la TMB, puisque l'actualité de ces dernières heures, c'est la fermeture de l'ouvrage franco-italien pour d'importants travaux jusqu'au 16 décembre. C'est ce qui est prévu. Peut-être qu'on aura une bonne surprise. On ne va pas trop s'avancer sur la question. On verra bien selon l'évolution d'ici là. On rentre vraiment dans le vif du sujet. En quoi consistent ces travaux ? Que va-t-il se passer les prochaines semaines dans le tunnel ? Alors, pendant les prochaines semaines, on va déjà commencer par démonter tous les équipements qui sont accrochés à la voûte du tunnel.
sur les 2 fois 300 mètres sur lesquels on va travailler. Alors quand on parle d'équipement accroché à la voûte du tunnel, ce sont des caméras, ce sont des câbles, ce sont des ventilateurs, ce sont des capteurs qui permettent de mesurer la température dans le tunnel. Ce sont tous des équipements qui permettent d'assurer la sécurité des usagers qui empruntent l'ouvrage. Donc on va commencer par le démontage de tous ces équipements. Et une fois que tous ces équipements seront démontés, les entreprises vont venir démolir la voûte du tunnel sur une épaisseur de 40 cm. C'est un fraisage qui va être fait avec une aspiratrice pour éviter la dispersion des poussières. Et une fois que la voûte sera fraisée, il y aura des coques en béton préfabriquées qui vont venir être installées pour reproduire une voûte. Et ensuite, derrière, on viendra réinstaller les équipements. On présente toujours le tunnel du Mont-Blanc comme un ouvrage franco-italien. Il y a les travaux côté France, côté Italie, avec des équipes françaises et italiennes. Tout à fait. Le hasard des marchés publics a voulu que l'entreprise qui remporte ce marché soit une entreprise franco-italienne. C'est un groupement d'entreprises franco-italiens. D'un côté, c'est SPI Batignolles côté français et Cogeis côté italien. Donc, ils sont des équipes binationales qui travaillent ensemble au quotidien. Et puis, on a choisi de faire 300 mètres du côté français du tunnel, à l'intérieur du tunnel, et 300 mètres côté italien. Il faut savoir qu'historiquement, le tunnel du Mont-Blanc a été construit pour moitié par les Français et pour moitié par les Italiens. Ils se sont rejoints en août 1962 au centre du tunnel. Et ils ont utilisé des techniques très proches, mais qui sont légèrement différentes. Et donc, on va découvrir peut-être un certain nombre de choses. En tout cas, c'est important de souligner, en effet, que les travaux de cette année, c'est ce qui se fait de mieux en France et en Italie. Et on travaille ensemble au quotidien. Donc si on traduit et qu'on vulgarise encore plus que ce que vous ne le faites déjà, ça veut dire qu'il y a des différences sur la structure, sur la voûte, entre le côté italien et le côté français. La documentation qui est en notre possession, la documentation de l'époque, puisque le tunnel a été creusé entre 1959 et 1962, il a été ouvert en 1965, donc il y a maintenant plus de 60 ans. Ouais. Alors on a une documentation qui est... sur certains documents, c'est presque des œuvres d'art, puisqu'à l'époque, tout était fait à la main. Dessiné. Tout était dessiné à la main. Les carnets, les journaux quotidiens étaient écrits à la main. Enfin voilà, on a une documentation qui est très précise. Mais voilà, c'est un document de l'époque, et donc la documentation de l'époque. Donc on n'est pas à l'abri de certaines déconvenues, on va dire comme ça. Et donc on a prévu dans l'analyse des risques d'avoir une petite différence par rapport à ce qu'on pense rencontrer. Et donc il va falloir qu'on s'adapte au fur et à mesure du chantier. Et c'est ce qui fait aussi que c'est un peu une aventure. Et des défis techniques particuliers, on l'imagine, d'envergure pour un tel chantier. Il y aura des phases particulièrement sensibles ? Alors la phase la plus sensible, c'est la phase de démolition de la voûte. On parle de démolition, mais c'est vraiment un rabotage, plus qu'une démolition de la voûte sur 40 cm d'épaisseur. C'est la phase la plus sensible parce que on risque d'émettre beaucoup de poussière. Donc on a mis en œuvre un système de brumisation avec de l'eau, un système d'aspirateur des poussières pour éviter la dispersion de ces poussières dans l'ouvrage. Donc ça, c'est vraiment la phase la plus délicate. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait anticipé l'an dernier avec la mise en place de clous dans la voûte. Ça, c'est pour éviter justement que des portions de voûte s'effondrent sur les travailleurs qui sont dans la zone. Tout est mis en œuvre pour protéger les travailleurs. Maintenant, c'est vraiment la phase la plus délicate. Une fois qu'on aura terminé cette phase, qui va durer environ 1 mois, c'est la durée estimée. Donc ça va nous emmener jusqu'à peu près mi-octobre. Ensuite, derrière, la phase de reconstruction est une méthode qui est beaucoup plus maîtrisée, on va le dire comme ça, et qui nous emmènera derrière jusqu'à la réinstallation des équipements et la réouverture du tunnel, au plus tard le 16 décembre. Et alors quand vous avez expliqué tout ça, on a l'impression que ça y est, c'est fait, c'est terminé, et pourtant cette phase dont on se parle, ça constitue un test, c'est-à-dire ? Alors c'est un test parce que déjà on l'a jamais fait, donc c'est la première fois qu'on va le faire. Et puis la voûte a été construite il y a maintenant plus de 60 ans. La durée de vie estimée est d'environ 100 ans. Voilà, c'est une estimation, donc on a un petit peu de temps devant nous pour pouvoir tester différentes solutions techniques. Alors voilà, on en a retenu une qu'on va tester cette année, qu'on va reproduire l'année prochaine à l'automne 2025. On fera le retour d'expérience. C'est peut-être cette solution-là qui sera retenue ou pas, on verra en fonction du retour d'expérience. Et donc, comme on l'a jamais fait, il y a un certain nombre d'inconnus qu'il va falloir analyser pour le futur.
Donc le futur, justement, parlons-en. On se le redit encore une fois, fermeture totale de la circulation dans le tunnel du Mont-Blanc jusqu'au 16 décembre. On en reparlera bien sûr d'ici là. Mais cette fermeture, c'est que la première d'une longue série. On a encore une visibilité sur le calendrier à venir ensuite ? Alors, il est nécessaire de faire ce retour d'expérience sur la solution technique mise en œuvre cette année. On sait que de toute façon, il faudra refaire une grande partie de la voûte. Alors peut-être pas en totalité, mais une grande partie sera refaite dans les prochaines années. Mais tant qu'on n'a pas ce retour d'expérience, alors le retour d'expérience, il est technique, savoir si c'est la bonne solution ou pas. Il est aussi en termes d'organisation, en termes de planning, en termes de durée de fermeture, etc. Donc tant qu'on n'a pas toutes ces données, c'est très difficile de faire une planification pour les années futures. Mais on sait déjà que les grands travaux qu'on a entrepris dès 2018 en refaisant la dalle sur laquelle circulent les usagers, et on avait réussi à organiser les travaux de nuit pour limiter au maximum la gêne aux usagers, on sait qu'on aura des travaux à faire sur la voûte dans les années futures. Et notre objectif, c'est de trouver la solution technique qui va permettre de redonner 100 ans de vie à la voûte du tunnel, et surtout qui va permettre de minimiser au maximum la gêne aux usagers. Chaque chose en son temps, donc on est sur cette fermeture actuelle, on le répète depuis 17h ce lundi et jusqu'au 16 décembre, fermeture, voilà, date estimée. Peut-être qu'il y aura une bonne surprise, on le redit, les équipes d'ATMB n'ont pas perdu de temps, le chantier a commencé dès hier soir. Vous êtes dans quel état d'esprit là, Cédric Petit-Colin ? Alors, il y a une certaine forme d'excitation, puisque voilà, c'est un chantier qui était prévu l'an dernier, qui a été reporté. Donc il y a eu une certaine forme de frustration. Et toutes les équipes, voilà, on en parle au quotidien de ce chantier. Et donc maintenant, voilà, ça y est, c'est lancé. Il y a une forme d'aventure. Et vraiment, il y a toutes nos ressources sont mobilisées sur ce chantier. Et donc voilà, c'est une forme d'excitation parce que voilà, c'est un chantier unique, on en est fiers. Et on espère bientôt pouvoir communiquer sur ce chantier et sur son avancement. On se tiendra informé, bien évidemment. Merci Cédric Petit-Colin, directeur technique du réseau Autoroutes et Tunnels du Mont-Blanc, la TMB. Et on se tiendra informé sur l'évolution de ce chantier. On le rappelle, fermeture du tunnel du Mont-Blanc, estimée au moins jusqu'au 16 décembre. À bientôt, merci. À bientôt et merci à vous.